troisième réunion du gouvernement pour la précroissance. Ce que j'aimerais faire avant d'attaquer l'ordre du jour, c'est de revenir sur ce qui a été dit lors de la réunion précédente, pour peu qu'on ait noté certaines choses qui mériteraient d'être approfondies. Clara a dit à un moment, je ne suis pas croissant-fil. On avait fait le distinguo entre croissant-fil, croissantiste, croissant. Clara a dit, je ne suis pas croissant-fil parce que je ne suis pas anthropocentré. Et là-dessus m'est venue une réflexion, un commentaire, qui est que on peut très bien, selon moi, être croissant-fil sans être anthropocentré. Alors j'aurais aimé l'entendre sur ce point. Ensuite, Gilles a dit, le désir de croître n'est pas forcément chevillé au corps de l'homme, parce que ça a été démontré, notamment par Daniel Quinn, et la réflexion m'est venue de dire, je ne suis pas tout à fait convaincu, parce que tu exprimes une opinion, mais tu ne la démontres pas. Voilà. Ensuite, il a dit dire que l'homme veut la stabilité, c'est contradictoire avec l'idée que beaucoup de gens veulent autre chose. Cette assimilation entre autre chose et forcément la décroissance. Donc ça c'est le deuxième point. Tu as dit à un moment, je ne suis pas croissant-fil parce que je ne suis pas anthropocentré. Et alors bien entendu c'est sous ton contrôle parce qu'on peut avoir mal compris ce que dit l'autre. Et ma réflexion, c'est de dire on peut être croissant-fil sans être anthropocentré. Oui, mais le début de mon raisonnement est que, n'étant pas anthropocentré, le progrès, ou disons la croissance telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire pour aménager des modes de vie de plus en plus plaisants et malgré la croissance de la population, accroître le confort, le bien-être, la longévité, la bonne santé, etc., etc., etc. Tout ça est conditionné, de mon point de vue, je pense que je pourrais l'étayer facilement par l'idée que l'espèce humaine a le droit de vivre au mieux, quelles que soient les conséquences de ses choix pour vivre au mieux. Voilà, donc le fait de ne pas être anthropocentré est le début d'un raisonnement qui consiste à dire, puisque moi je ne fais pas du bien-être de l'espèce humaine et de sa... Voilà, de son expansion, l'alpha et l'oméga de mes idées, le fait de ne pas aller vers la croissance est une des conséquences de cette prise de position. C'est bien sûr que le fait de ne pas être anthropocentré ne suffit pas à être croissantiste, mais le fait d'être croissantiste fait partie d'un point de vue anthropocentré. Voilà. Alors on peut pousser un petit peu ce raisonnement. Oui. Voilà. Oui, j'ai envoyé justement un ou deux textes la dernière fois qui allaient dans ce sens. Je pense vous les avoir envoyés, mais je pourrais y revenir absolument. Voilà, c'est très étayé par une série de prises de position, beaucoup d'anthropologues de fait, mais pas que. Voilà, les sociologues, enfin je veux dire tous les gens qui s'intéressent aux motivations des classes sociales, des groupes humains ou des individus, arrivent à ce constat que la promotion de soi-même pour l'espèce humaine est la justification
et la justification pour son maintien et son développement et sa croissance en tant qu'espèce et son maintien en tant qu'espèce, et la justification de tous les aménagements entrepris. Voilà, c'est donc ne pas penser ça amène à dire bon non, si on ne veut pas les conséquences qui vont avec, soyons cohérents et poussons nos arguments non anthropocentrés. Alors, on a dit être croissant-fil, ça veut dire qu'on aime la croissance. Oui. Croissant-ciste, c'est différent, ça veut dire qu'on agit pour la croissance. Donc, oui. Être croissant-fil, c'est une idée qu'on a, la croissance nous plaît. Et la croissance, on a dit qu'on parlait de croissance, nous, avec les canons actuels, c'est-à-dire croissance, augmentation du PIB. On parle de ça. On peut parler d'une autre croissance. On parle de la croissance qui est vendue actuellement, qui est mise en place actuellement par le système dans lequel nous fonctionnons, qui nous broie, enfin bon, peu importe, on l'exprime comme on veut. Donc on a une croissance aujourd'hui, un système de croissance qui se mesure par l'augmentation du PIB. Donc il y a croissance, il y a augmentation du PIB. Il y a stagnation s'il y a maintien du PIB. Et il y a une décroissance s'il y a diminution du PIB. Alors ça me permet de revenir sur quelque chose qu'avait dit, que je n'avais pas noté, mais tout d'un coup ça me revient, qu'avait dit Hervé, qui avait dit, quand on parlait de ralentissement de la croissance, il parlait de ralentissement du taux. Oui, alors, il faut bien faire la distinction entre PIB et taux de PIB. Le PIB, c'est une valeur qui est obtenue à la suite d'un certain calcul à la fin de chaque exercice civil, c'est-à-dire d'une année, et qui donne un certain chiffre. Bon, si l'année suivante, le chiffre est au-dessus, on a une croissance. Le taux de croissance, c'est le pourcentage entre le premier chiffre et le deuxième chiffre. Donc on peut effectivement avoir une croissance qui continue, mais dont le taux ralentit. Voilà, donc ça c'est fermons la parenthèse. Donc je reviens sur notre affaire d'anthropocentré parce que c'est extrêmement important. C'est même, je pense, fondateur de son positionnement anthropologique d'une part, et puis par votre conséquence politique, puisque on est ici a priori pour faire de la politique. Donc, être croissant-fil, c'est aimer la croissance. Et moi, je m'interroge sur cette équation qui ne me paraît pas automatique, paraît pas évidente, c'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'on peut aimer la croissance, c'est-à-dire aimer l'idée que le PIB augmente, mettons-nous bien d'accord, aimer l'idée que le PIB augmente, et ne pas être forcément anthropocentré. Est-ce qu'il y a là une équivalence automatique? Au niveau de la conditionnalité, je dirais, de la contingence de cette affaire. Alors, reste encore à définir très exactement qu'est-ce que ça veut dire anthropocentré. Anthropocentré, ça veut dire que... Alors, je propose une définition, et je te la soumets, Clara. Anthropocentré, on pourrait dire, c'est faire passer avant tout l'intérêt de l'homme homo, par rapport à tous les autres intérêts du reste de la nature, c'est-à-dire l'espèce végétale, l'espèce animale, cosmos, etc. Bon, si c'est ça être anthropocentré, ça voudrait dire que quelqu'un qui est anthropocentré, c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer avant tout les intérêts de l'homme. Bon, alors, reste à débattre si c'est valable cette position anthropocentrée, c'est un autre débat. On part du principe que voilà, quelqu'un qui fait passer les intérêts de l'homme avant tout, c'est quelqu'un et forcément quelqu'un qui aime l'idée que le PIB augmente. Et quelqu'un... Oui, je voulais juste introduire une petite nuance parce qu'en fait, tout dépend si on parle entre personnes qui ont déjà analysé qu'est-ce que c'est que le PIB ou bien si on parle entre personnes... disons, la population générale qui a du PIB une idée très vague et qui se le représente, voilà, biens et services de façon un peu floue, c'est-à-dire
voilà, davantage d'objets à disposition, davantage de facilitation pour la vie au quotidien, pour son bien-être, grâce au fait de s'entourer d'objets et à avoir à sa disposition des services facilitant la vie. Moi, je pense que pour la majorité des gens, le PIB, c'est ça, c'est pas une analyse de type strictement économique, hein, Christian, je pense. Hein, nous faisons de l'analyse économique. On voilà. fait pas, je dirais, d'une émission de radio en se demandant Oui, qu'est-ce que les gens pensent. bien sûr. Bon, on parle de croissance, nous, on parle d'augmentation du PIB. Après, chacun, 65 millions de Français ou 7 milliards d'êtres humains, va mettre dans croissance ce qu'il veut. Bon, à ce moment-là, on peut plus parler de rien. C'est la raison pour laquelle, afin d'avoir une méthodologie scientifique dans nos raisonnements, aussi scientifique que possible, nous disons que nous parlons, hein, nous étudions ce phénomène, et nous étudions cette caractéristique de la croissance qui est l'augmentation du PIB. Alors après, lorsque tu me dis qu'est-ce que les gens mettent dans la croissance, bon, mais encore une fois, c'est un autre débat. L'augmentation du PIB, par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est que l'augmentation du PIB, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une notion comptable. Bon, comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours, hein? Est-ce que j'ai un robot batteur mixeur? Est-ce que j'ai un SUV 4 roues motrices, etc. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Vouloir que le PIB augmente, c'est vouloir que la somme de toutes les valeurs ajoutées des différentes entités économiques de la nation augmente. Bon, c'est pas forcément synonyme que tout le monde ait un batteur mixeur. Voilà, c'est ça qu'il faut être bien. Si on veut être rationnel et scientifique, il faut bien voir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, à partir de là, augmentation du PIB, qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Bon, tu as une projection de ce que veut dire l'augmentation du PIB. Bon, on peut en avoir une autre. Et est-ce que c'est automatique, compte tenu de ces prérequis scientifiques que nous imposons dans notre raisonnement, il me semble qu'on ne peut pas dire qu'il y a une automaticité entre le fait d'être anthropocentré et le fait de vouloir une augmentation du PIB. Autrement dit, on peut aimer l'idée que le PIB augmente, sans pour autant être anthropocentré, sans pour autant penser que l'intérêt de l'homme doit être placé avant tout le reste. Alors, quel est l'intérêt de l'augmentation du PIB? Je ne sais pas. Il s'agit de savoir, lorsqu'on énonce des maximes, bon, il s'agit de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses, si elles émanent d'un ressenti ou si elles émanent d'un raisonnement scientifique. Bon, le raisonnement scientifique, c'est-à-dire que je vais vous démontrer qu'il y a une corrélation automatique entre le fait d'être anthropocentré et entre le fait d'aimer la croissance. Bon, si on ne peut pas le démontrer, alors, quelle est la corrélation entre l'augmentation du PIB? Alors, l'augmentation du PIB se manifeste par quelle positivité, je dirais, quel changement positif dans la société? Qu'est-ce qu'apporte l'augmentation du PIB en tant que tel? je ne sais pas, c'est pas la question. La question, c'est de savoir. Non, mais ça, c'est encore un autre débat. La question, c'est de savoir si lorsqu'on dit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une série de maximes et disons, d'axiomes qu'on énonce comme ça, qui sont des axiomes de ressenti. Et ce qui me paraît intéressant lorsqu'on fait de la politique, et qu'on va arguer. Parce que là, on est entre nous trois. Bon, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on se retrouve dans une salle à faire un meeting ou à faire une conférence, et qu'on énonce une maxime qu'on ne peut pas démontrer, eh bien, on se fragilise par rapport à toutes les objections argumentées qui vont pouvoir nous être opposées. Bon. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important
dans ces réunions, c'est donc de bavarder entre nous, bon, c'est très sympathique, mais c'est aussi d'arriver à établir des axiomes, des principes, des synthèses, des conclusions. Bon. Si par exemple dans notre discours on valide le fait de dire que si on est croissant fil, c'est qu'on est forcément anthropocentré, bon, il va falloir être capable de répondre aux objections de celui qui va nous dire, par exemple, eh bien, moi, je peux très bien être croissant fil, c'est-à-dire aimer l'idée que le PIB augmente, et peut-être qu'il va te dire que dans le PIB, il va mettre autre chose que les DSUV, et donc là, tu vas te retrouver en situation de difficulté argumentaire, et puis dire, mais moi, je ne suis pas anthropocentré. Alors après, le mot anthropocentré me pose un problème quand même de définition rigoureuse. Parce que lorsqu'on dit être anthropocentré, c'est mettre avant tout l'intérêt de l'homme par rapport ça ne me paraît pas être une définition suffisamment claire. On a parlé de clair, de précis, de contradictoire dans le cadre d'un autre débat. Et je pense que, bon, avant, peut-être arrêter en attendant de pousser à fond cette histoire de relation entre croissance et anthropocentré, je pense qu'il faut qu'on ait, je le propose, hein, peut-être pas le tenir maintenant, mais qu'on ait un échange pour arriver à définir très clairement qu'est-ce que ça veut dire être anthropocentré. Parce que si on pousse, si on est, je dirais, absolutiste dans la définition de l'anthropocentrisme, même le chasseur-pêcheur-cueilleur est anthropocentré à ce moment-là. Hein, il fait passer ses intérêts avant tout. Bon, il a besoin de manger. Est-ce que le fait d'être dépendant pour sa survie de l'alimentation, c'est pas déjà quelque chose qui t'oblige à être anthropocentré? Alors bon, non. Alors il faut l'expliquer. Moi, Je le préparais là, je vais pas. Il y a des non, arguments. tout à fait, tout à fait. Alors, avant de parler des arguments, je souhaiterais que on puisse établir une définition de l'anthropocentrisme d'un point de vue politique. C'est-à-dire, politiquement, aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que c'est être anthropocentré? Et une définition qui soit une définition qui soit pas simplement, comment dire, une image, une description, mais qu'elle énonce des principes. D'accord. Voilà. Bon. Je vais le faire en sachant quand même, Christian, qu'on est très loin des discours politiques coutumiers. Hein. Moi, j'ai jamais entendu un politique quelconque faire référence en bien ou en mal à l'anthropocentrisme. Pas une fois dans mes 70 ans de vie, j'ai entendu le moindre candidat, le moindre personne se référer à ça. On est loin du débat habituel et très loin du débat habituel sur la croissance. Enfin, je parle peut-être sous le contrôle d'Hervé qui est engagé politiquement, ce que je ne suis pas. J'ai jamais entendu parler de ça, jamais. Là, ce sont des arguments que j'amène, parce que pour moi, il résulte d'une réflexion ancienne qui tient à ma formation et à ma vie professionnelle, mais ce ne sont pas des arguments politiques usuels. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on y ait recours, mais je pense qu'on va déjà prendre beaucoup les gens à brosse-poil. Et là, si les gens avec qui on parlera, je crains qu'on ne les prenne, alors là, pour le coup, très, très à brosse-poil, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi que j'estime beaucoup qui sont totalement anthropocentrées pour des raisons diverses et variées, alors que ne sont pas des gens qui sont attachés au PIB, par exemple. Mais ils ont une certaine idée philosophico-religieuse de l'homme qui fait qu'ils sont anthropocentrés. Donc, ce sont des débats qui sont légèrement déviants. Il faut juste qu'on s'interroge sur la pertinence
de les agiter dans des débats politiques. Voilà, pourquoi pas, moi je veux bien, mais on part de très loin là. Hervé, tu as été interpellé. Alors, en fait, il y a deux plans toujours. Il y a le plan de la politique auquel vous semblez faire régulièrement référence, qui est l'espèce de bouillon médiatique qu'on nous sert, ou du moins qu'on croit entendre, qu'on croit connaître, etc. Et puis il y a le boulot politique au sens plutôt de le politique. Et là, par contre, bah, je suis un peu à l'envers de toi, Clara, dans le sens où dans les débats qui justement, hélas, ne sont pas ceux qu'on voit sur l'écume de l'océan, une des questions fondamentales qui se pose, c'est devons-nous encore être anthropocentrés? Est-ce que justement l'humain n'en est pas arrivé enfin à se poser cette question? D'accord, bah écoute, tant mieux. Pour argumenter ça, tiens, il y a le documentaire que je vous avais fait passer l'autre jour, que je vais avoir l'honneur d'animer un débat ce soir au cinéma de mon patelin, où apparaît dans un tout petit coin du documentaire la fameuse phrase du premier chapitre de la Genèse, où Dieu confie la planète et tout ce qu'elle produit à l'homme, et où il sera souverain. Voilà. Et donc l'anthropocentrisme était là plus qu'à... Alors évidemment, ce n'est pas une référence complètement scientifique, la Bible, mais enfin, elle a eu quelque influence tout le long de l'histoire de l'humanité. Et je me souviens aussi d'un débat à la Sorbonne où étaient réunis Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, LFI, et je ne sais plus qui était le quatrième, où justement le débat à la Sorbonne avait été, mais est-ce que d'abord notre question première, c'est pas de se poser la question de l'anthropocentrisme, parce qu'à partir du moment où on met une réponse à ça, évidemment toute la politique qui en découle et toute la notion de la place que tient l'homme sur la planète et l'égalité des droits, ou au contraire le déséquilibre des droits, va être tout de suite... Donc en fait, on est bien sur un axiome philosophique fondamental qui, à partir du moment où on l'a tranché, et qui ne peut pas être tranché scientifiquement, puisque c'est simplement un axiome, c'est une option, on décide que l'humain doit régner, ou l'humain ne doit pas régner, doit être à égalité, entre guillemets, avec les autres formations vivantes et non vivantes sur cette planète. Évidemment, du coup, tout en découle. Mais là, je suis donc bien dans là où toi, tu vois de l'éloignement, et je suis vraiment d'accord avec toi, évidemment, c'est pas ce qui transparaît dans le bouillon médiatique habituel. Voilà. Mais la question est bien là fondamentale, quoi. Et les 4 personnes représentant ces 4 obédiences politiques, sensibilités écologiques étaient tombées d'accord sur le fait que... Non, on voyait bien justement quels étaient les positionnements philosophiques profonds qui éloignaient totalement les gens. Voilà, je veux pas résumer de façon trop simpliste là sur des souvenirs, mais ça se voyait très très bien que l'axiome philosophique qui était à la base de l'engagement politique et je dirais de la doxa de chacun des partis, on voyait bien que l'axiome philosophique était profondément différent sur cette question-là. C'est nous et la planète, quoi. Où c'est qu'on se met dans la planète? Est-ce que nous sommes au-dessus? Est-ce que nous sommes dedans avec? Est-ce que nous sommes en dessous, mélangés dedans? Enfin, là, c'est la vraie question de base. Et c'est la question même je trouve, moi je me la pose tous les jours, sur l'engagement écologique. C'est-à-dire, on me dit, bon, mais quelle espérance as-tu et quelle croyance as-tu, quelle force as-tu dans la valeur, entre guillemets, de l'espèce humaine, et on est bien dans des notions uniquement philosophiques et qui n'auront jamais rien de scientifique, pour aller dans le combat écologique ou pas. Voilà, et ça c'est très moral, c'est très valeur, c'est très axiologie. Effectivement, c'est très loin du débat scientifique. Alors après, pour répondre à la deuxième partie, rejoindre ensuite de l'anthropocentrisme passé
au croissantisme, et en plus dans une définition du croissantisme qui est une définition très, très localisée, très locale. Le PIB, c'est juste en ce moment, comme j'ai dit déjà par ailleurs, c'est un paramètre en ce moment ça fait quelques années qu'il sert de repère et puis ça disparaîtra. C'est juste un calcul, ça n'a pas de visibilité très importante pour la population, etc. Effectivement, c'est relier deux notions qui sont tellement éloignées que c'est pas simple, quoi. Voilà. Voilà. Le PIB, pour moi, la croissance, il ne faut pas la réduire au PIB. C'est un résumé beaucoup trop local et qui ne parle pas en plus à des milliards d'individus dans notre planète, quoi. Voilà. Mais oui, si, c'est la question politique numéro un, je trouve, l'anthropocentrisme. Et je pense que la planète est en train de nous poser la question. Ça doit te rappeler les chapitres de mon bouquin, Tout à fait, oui, 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 oui. la discussion entre le monde et la planète. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. La planète est en train de dire au monde, mais dis donc, de qui tu t'occupes depuis des siècles? Et c'est bien la question politique du vivre ensemble. Vivre ensemble étant toujours pareil, un vivre ensemble de tous les vivants et non vivants, et non le vivre ensemble simplement des humains entre eux, qui est déjà un anthropocentrisme évident. Voilà. Tout à fait. Je vais laisser Christian commenter, mais juste une chose, ça veut dire que, pour rembobiner un tout petit peu, il y a quand même des personnes militantes qui partagent cette sensibilité que nous portons et sur lesquelles on peut s'appuyer, même si après nous divergeons sur d'autres points. C'est déjà, je voulais juste attirer l'attention là-dessus. Ça peut être enfin, dans le champ politique militant et débattant, cette question existe et a sa place lourde et prégnante, même si après, on peut s'envoler dans des petites affaires politiciennes du quotidien. Mais on revient quand même à ce genre de questionnement. C'est pas anecdotique. Voilà, c'est bien centré. C'est pas marginal. Voilà, faut bien le rééquilibrer, quoi. Voilà. Alors c'est peut-être aussi lié à ma sensibilité personnelle, évidemment. Il y a d'autres gens qui se régalent dans autre chose que voilà. Bon, je vais intervenir un petit peu. Bon, c'est très intéressant, hein. Tout ça, c'est très très intéressant. Je suis globalement d'accord avec ce que tu dis, Hervé. Je dis globalement parce qu'il y a des petites zones avec sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que nous sommes là, nous faisons de la politique. Hein, les réflexions que nous avons, si elles sont de nature anthropologique, si elles sont de nature philosophique, si elles sont de nature morale, peut-être de toute nature, ont pour objectif d'aboutir à un positionnement politique et à des actions politiques. Voilà, donc, ça faut bien avoir toujours ça en tête. Alors, la politique, Hervé, tu nous dis, ce bouillon médiatique, alors évidemment, dans le bouillon médiatique, mais nous ne parlons pas, alors, notre objectif est un objectif politique, ce que nous faisons c'est de la politique, mais nous faisons de la politique telle que nous voulons la faire. Nous ne faisons pas de commentaires, nous ne nous insérons pas dans le bouillon médiatico-politique et nous ne commentons pas ce bouillon médiatico-politique autrement que par quelques petites potouches humoristiques comme ça de temps en temps. Ça ne nous intéresse pas, ce bouillon médiatique qui semble t'inquiéter, Hervé. Enfin, moi, ne m'inquiète pas du tout, je ne m'y intéresse pas. Bon, je suis au courant de ce qui s'y passe, ça me donne des enseignements qui confortent mes idées de base, sans plus. Alors, lorsque Clara nous dit, et là je rejoins ce que tu dis Hervé en le formulant sous une autre forme, Clara nous dit, mais si on parle d'anthropocentrisme, les gens, ça ne les intéresse pas, ils vont être perdus. Alors, tu as très bien expliqué que ces débats étaient centrales et fondateurs. Moi, j'ajouterais autre chose. La question pour nous
n'est pas de savoir si notre discours, ça va intéresser ou pas. Ça c'est le bouillon médiatico-politique. C'est-à-dire dire, exposer des discours politiques en supposant que ça va intéresser les gens. La question n'est pas là. Notre souci, c'est pas de savoir si ça va intéresser les gens. Ou si notre souci, c'est de faire une juste analyse, telle que peut-être que nous nous trompons. Mais la mire, c'est la juste analyse. C'est pas la séduction du discours. Je crois que tu avais dit, Clara, aussi, il y a une fois ou deux, mais ça, si on dit ça, ça va pas passer. Non, voilà. Il faut se débarrasser, moi je dis qu'il faut se débarrasser de cette inquiétude du fait, quel est l'impact de ce qu'on va dire sur les autres, peu importe cet impact, nous devons nous en détacher. Alors nous restons dans un entre-soi. Non. Je croyais qu'on devait, enfin j'avais cru comprendre que l'objectif était de lancer l'alerte. Oui. C'est exactement pour répondre à ça. Oui. Lancer l'alerte, il faut être entendu pour Non. lancer l'alerte. Non. Alors voilà, là on est au centre aussi. Autant anthropocentré, on est au centre en fait de l'action politique écologique. Et Hervé l'a très bien dit, si on fait de l'écologie politique, alors évidemment, au sens noble, pas l'écolo politique élevé comme on le fait, bon, mais Roegen écrit sur l'écologie et ses écrits sont politiques. C'est l'écologie politique. Bon. Il faut poser la question de l'anthropocentrisme, il faut donner une définition et il faut voir si effectivement l'homme peut, doit. Et la question c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ouais. Bon, et c'est très politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini un principe par rapport à l'anthropocentrisme, l'homme vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire tout le reste de ce qui n'est pas lui, voilà ce que nous disons que nous avons le droit de faire et ce que nous interdisons de faire. Là, on donne une définition d'anthropocentrisme. En tout cas, on mène nos bornes d'anthropocentrisme. Et l'autre point, c'est ce que tu dis, mais si on lance l'alerte, il faut être entendu. Lancer l'alerte, c'est dire la vérité. Si on n'est pas entendu, tant pis pour eux, pas tant pis pour nous. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, démonstration par le contraire, comme on fait en mathématiques. Si nous lançons l'alerte sur un événement qui va se passer, nous démontrons par A plus B que cet événement se passe. Je schématise, je caricature. Et là, je me mets au niveau des gens pour que tout le monde comprenne. Et que cet événement survienne. Et que nous l'ayons dit pendant plusieurs années. Nous avons lancé l'alerte. Nous n'avons pas été entendus. Cet événement est survenu. Nous n'avons aucune satisfaction politique. Et qu'est-ce que recherchent les gens lorsqu'ils entrent en politique? Qu'ils entrent dans un parti A, B, X, Y ou Z, ils cherchent à avoir une satisfaction, c'est-à-dire un retour sur investissement. Nous n'attendons aucun retour sur investissement. Nous avons une action totalement désintéressée. Nous cherchons à avoir une juste analyse qui va s'approcher le plus de la vérité. Et nous ne cherchons absolument pas à être entendus, à être crus, à séduire. Par contre, si nous voulons avoir une satisfaction intellectuelle, nous l'aurons le jour où ce que nous avons prévu depuis des dizaines d'années surviendra et que nous dirons, nous sortirons nos trucs en disant, voyez, ça fait 10 ans que nous vous le disons. Là, on aura une énorme égocentrification intellectuelle. Voilà, et c'est tout. C'est que nous ne devons pas chercher autre chose que cela. Alors, maintenant... Je me permets juste de t'interrompre une seconde. On retombe dans ce cas de figure de Georgescu Roegen qui n'a pas été entendu suffisamment alors que son élève solo a fait carrière. Moi, c'est pas du tout pour faire carrière. Hein. Elle est loin derrière moi, ma carrière, et c'est pas... Mais... le deuxième souffle. Porter, comment? Tu pourrais avoir le deuxième souffle.
Oui, oui, alors commencer à 72 ans, Oui. bon, pourquoi pas. Mais la question pour moi, elle n'est pas là, mais elle est quand même d'être entendue. Voilà, ça pour moi, c'est important. Euh, je me sens pas une mission, je me sens pas une âme de missionnaire du tout, même pas de prosélyte, mais quand même être entendu, c'est autre chose, être entendu. Être entendable et être entendu, c'est bien. Voilà. C'est pas du prosélytisme, là, ce que je fais une différence. C'est même la question centrale, c'est comment ça se fait que ça ne s'entend pas, Oui. alors que ce cri est poussé depuis plus de 50 ans, Voilà. Donc, à l'endroit, à l'envers, sur le mode économique, sur le mode moral, sur le mode culturel, sur tous les modes. alors, Voilà, c'est passionnant, ça. il est possible que le fait de prendre le thème sur l'angle de l'anthropocentrisme, parce que là, on est vraiment au cœur, On est au cœur, voilà. peut-être que ça peut faire un déclic, effectivement. Peut-être entendu, ça peut interpeller, alors que des discours, effectivement, de nature économique ne pas interpeller. Peut-être que ça peut interpeller. Peut-être. Mais je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Il faut savoir. Il ne faut pas dire je ne sais pas. Il faut essayer de savoir. Non, je plaisante. Qu'est-ce que ça veut dire être entendu? Ça veut dire quoi être entendu? Est-ce que être entendu, ça veut dire être suivi? C'est-à-dire que ce qu'on va dire, eh ben, il y a d'autres gens qui disent oui, c'est vrai, et il y a de plus en plus de gens qui... Ou est-ce que ça veut dire que simplement on est entendu et que on n'est pas suivi, on n'est pas cru? Ou est-ce que ça veut dire que on n'est pas entendu parce qu'on n'a aucune visibilité? Bon, il y a trois exceptions. Tu vois, déjà, dans le terme être entendu, il y a trois nuances extrêmement importantes. Pas de nuances, c'est différent. Bon, alors... Moi, c'est planter un questionnement qui peut faire gamberger les autres. Voilà, c'est ça être entendu pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont me suivre, ils ne seront peut-être pas convaincus. Peut-être qu'à l'issue de leur réflexion, ils diront moi, je suis farouchement concentré. Et très sincèrement, si je regarde mon tréfonds, voilà, je trouve que c'est très bien que l'espèce humaine continue sur cette lancée. Il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir dire ça, et c'est leur droit le plus strict. Hein, voilà. Mais c'est lancer une idée qui, en tant qu'idée, va interpeller, va intéresser, et va faire qu'un questionnement jaillisse chez les autres. C'est ça mon objectif. Oui, alors, comment faire pour être entendu? Alors, j'ai bien... Attends, soyons très pragmatiques. Bon. J'ai bien compris, je suis assez d'accord avec toi. Être entendu, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui, même sans être d'accord ou pas d'accord, trouvent que c'est intéressant d'en parler et en débattre. En gros, c'est ça. Bon. Comment faire pour faire que ce que tu dis soit entendu? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Non, il faut arrêter de dire je ne sais pas. Eh ben, effectivement, moi j'ai écrit Non, un livre. on est là pour résoudre ce genre de problème. Toi, tu sais peut-être comment faire. Moi, pour l'instant... Non, je veux répondre à cette question. Je ne dis pas je ne sais pas, je dis que je veux y répondre. Parce que dire je ne sais pas, ça veut dire je ne sais pas, donc on laisse tomber. Non, c'est une vraie question. Comment faire pour être entendu au sens où tu l'as défini? C'est-à-dire au moins qu'il y ait de plus en plus de gens qui discutent de ça. Ah, on n'est pas du tout dans le prêche et dans le prosélytisme. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a des draps? On va dire, mes frères, écoutez cela, et puis tout le monde va dire Amen, oui, c'est vrai. Non, nous ouvrons des débats, nous lançons l'alerte, nous ouvrons des débats, et les gens se saisissent des questions que nous posons, ils en discutent entre eux, et voilà, ça fait avancer, et nous, on est content quand ça se passe. Et on ne voit que ça, et si on voit que ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe? Tu dis je ne sais pas, non. Peut-être que des débats citoyens sur cette thématique
amènerait du monde, peut-être. Je n'ai pas tenté. Quand je dis je ne sais pas, c'est que personnellement, en dehors d'écrire, je n'ai rien tenté. Voilà. Mais il y a peut-être des voies. Voilà. Peut-être qu'un débat public sur cette question va intéresser, peut-être. Pour cela, il faut qu'on ait une structure. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un mouvement, une structure qui ait une idéologie. Alors bon, on va garder ce mot, avec des principes, un programme, un glossaire, etc., etc., et qui entreprennent des actions concrètes pour arriver à ce que tu définis comme étant entendu. Donc là, on est dans l'action opérationnelle, comment mettre en place des actions pour que nos, disons, les questionnements que nous avons déjà travaillés, que nous proposons à la population, eh bien, comment faire en sorte que la population s'en saisisse et avance. Alors, là, on est vraiment dans un cadre de réflexion extrêmement politique, opérationnel. Et le danger, parce que le danger est partout, c'est que une fois que nous avons établi nos principes, une fois que nous avons établi nos programmes, une fois que nous avons établi nos démonstrations, nos catalogues d'objections, etc., 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 nous allons mettre en place des opérations pour que ça rentre à l'intérieur de la population. Alors, effectivement, des assemblées citoyennes locales, des débats citoyens, tout ça. Hein. Bon. Et si, qu'est-ce qui se passe? Et si ça ne fonctionne pas bien? Bon, qu'est-ce qui se passe si les gens s'en foutent? On va dire d'abord. Eh bien, le risque, la tentation, le danger, c'est de modifier justement notre discours pour que les gens s'y intéressent. Et on est là au centre de la dérive politique, justement, et au centre de l'action politique. Qu'est-ce que c'est que faire de la politique? Est-ce que c'est viser du militantisme? Et on revient là sur ce que j'appelle la guerre des décroissances, et donc mes propositions de dénoncer un certain nombre de mouvements qui parlent de décroissance, qui ont cette stratégie, qui est une stratégie d'acquisition de militantèle et de construction d'un discours en fonction de la façon dont ça augmente ou pas l'audience. Si lorsque je mettais l'adjectif, mon audience augmente, je conserve cet adjectif, et quand je l'enlève, mon audience diminue. Voilà. Ça, c'est une façon de faire de la politique. C'est, je dirais, la faction de la politique qui aboutit sur le bouillon médiatique dont parle Hervé. Il y a une autre façon de faire de la politique. Enfin, c'est l'inverse. Hein. C'est le bouillon médiatique montre ce versant-là de la politique qui n'est absolument pas son versant réel et profond. Ah ben, moi, j'en vois pas d'autre. Hein. Je ne vois pas d'autre que ce bouillon médiatique avec des mouvements politiques dont l'objectif dans les états-majors, hein, c'est d'augmenter l'audience. Je n'en connais pas d'autres. Et justement, je me bats, moi, mon job, c'est de proposer un mouvement qui fait le contraire. C'est-à-dire qui ne s'intéresse pas à son audience. Alors, Brassens disait je fais des chansons, si vous les voulez, si vous voulez pas, je les remets dans ma guitare. Bon. Eh bien, là, c'est pareil. Si vous ne voulez pas de discours, je remets. C'est tout. Voilà. Bon. Alors, effectivement, il y a un clivage extrêmement important, mais il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord, sinon, il faut entrer dans un mouvement où, dans les états-majors, on va dire ah oui, mais non, ça va pas, faut pas le mettre, ça va pas passer. Donc, on le met pas. Je cite souvent un exemple qui est extrêmement factuel. J'ai fait il y a quelques années, dans le cadre de la série Demain la décroissance, qui était une série vidéo où j'interviewais les leaders de la décroissance, Paul Ariès, Vincent Liéger, Michel Lepezan, etc., etc. Il y a 17 vidéos là-dessus d'1h30 chacune, des interviews. Et Vincent Liéger, à un moment, je vous donnerai l'URL de la vidéo et la minute. Hein,
où je lui dis, mais donc vous êtes venu à la décroissance par Nicolas Georgescu-Roegen, vous avez d'ailleurs fait une interview de Jacques Greenwald, et comment se fait-il que dans les réunions du PPLD, le Parti pour la décroissance, dont Vincent Liéget était le porte-parole, on ne parle plus du pic pétrolier. On ne parle plus de la déplétion des ressources naturelles finies. Et Vincent m'a répondu, je pense qu'il en est encore malade, mais manque de peau, c'est enregistré. Il m'a répondu, eh bien parce que nous sommes aperçus que ça faisait fuir les militants. Donc on a parlé d'autre chose, on a parlé de la dotation inconditionnelle d'activité, c'est-à-dire même si vous ne travaillez pas, vous aurez 1 500 € par mois qui tomberont dans votre boîte aux lettres. Alors là, du coup, il y a eu augmentation des militants, plus qu'avec le pic pétrolier. Bon, donc voilà, si vous voulez, ces deux conceptions de la politique.